Alors, la dernière fois, on avait parlé du Kessa, et on est toujours dans le cadre de la vue juste, suivie de la pensée juste, et on est arrivé progressivement à la parole juste. Et, et ça sera suivi évidemment par l'action juste. Bon, mais lorsqu'on enfile le Kessa, quelque chose bascule, quelque chose se renverse. Car le Kessa n'est pas un habit ordinaire, ni un uniforme. C'est ce qu'on pourrait appeler une nouvelle peau. On fait peau neuve. On abandonne sa vieille peau comme une libellule dans la chrysalide, comme une libellule abandonne son enveloppe, son exuvie, pour s'envoler vers le ciel. Ce n'est pas une peau neuve en tant que telle, mais plutôt une peau abandonnée, celle de l'ancien personnage avant le Kessa, l'ancien personnage avec ses rancunes, ses colères, ses petites histoires, ses habitudes de juger et de médire. Et donc porter le Kessa, c'est entrer dans une existence neuve, libre des dettes, des regrets et des conditionnements anciens. C'est une seconde naissance. D'ailleurs, au cours de la cérémonie de remise du Kessa, on change de nom, on perd ses cheveux et on entre dans une nouvelle existence avec de nouveaux amis, la Sangha, et on a vraiment cette impression de partir sur du neuf. Le monde, le vrai, commence à ce moment-là. Celui qui revêt le Kessa n'a plus à traîner les casseroles de sa vie précédente. Il n'a plus besoin d'alimenter le bruit, les commentaires, les ragots, les récriminations. Inutile de parler de l'ancien moi, de l'ancien toi, de l'ancien monde. Il y a comme un vent neuf qui circule, un souffle neuf où on pratique la parole juste. Alors, cette parole juste, elle a plusieurs aspects, comme on le verra, mais il y a un aspect en particulier, celui d'aujourd'hui, ne pas médire. Et ce ne pas médire devient, quand on revêt le Kessa, devient naturel et évident. Évident parce qu'on s'est délesté des vieux réflexes ou des réflexes de vieux, comme on préfère. Méditer, c'est déposer ses casseroles et ses valises. Ces deux grosses valises dont on parlait avant, ces deux grosses valises de 20 kilos chacune avec tout notre petit merdier à l'intérieur. Ces deux valises dont il nous paraissait impossible de nous séparer. Porter le Kessa, c'est lâcher l'ancien, le vieux, le périmé, le fictif, et prendre sa place dans le réel. Alors, porter le Kessa, évidemment, ça peut être, comment dire, littéral ou ressenti. On peut ne pas avoir de Kessa et en même temps s'engager dans la voie comme si on avait un Kessa.
Bon, mais là, on en est à la médisance, précisément, parce que la médisance, elle concerne aussi bien ceux qui portent le kessa que les autres. Cette médisance dans la vie courante nous paraît innocente ou anodine. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle empoisonne celui qui s'y adonne autant que celui qui l'écoute. Dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire, critiquer est pratiqué à longueur de journée. Et ça semble sans conséquence. Sous la forme, par exemple, d'une confidence ou d'un commentaire complice avec un ami, et cette confidence peut donner l'impression de souder les liens. On croit être lucide, on pense être honnête. Pourtant, quand on dénigre quelqu'un, on en présente une image abîmée, partiale, et le plus souvent fausse. Et puis ensuite, on nourrit cette image, on répète, ou on la justifie et on la trimballe, cette image, d'interlocuteur en interlocuteur, comme un sac de vieilles affaires sales. Quand on expose le défaut de quelqu'un, on grave ce défaut à force de le répéter. C'est d'abord une petite marque qui devient un creux, puis une ornière, et puis au bout d'un certain temps, l'ornière prend l'allure de vérité indiscutable. Un peu comme l'affaire actuellement avec l'épouse du président. Quand on expose le défaut de quelqu'un, on grave ce défaut à force de le répéter. Et quand on répète des histoires passées, on fige en soi une image qui est ancienne, qui est en fait périmée et qui n'existe plus. Cette image n'a peut-être plus rien à voir avec la réalité. Mais, de notre côté, on conserve un fardeau inutile d'un passé qui est révolu. Et quand on s'assoit en zazen, on voit l'inutilité de conserver un tel fardeau. Voilà. Alors le kessa n'est pas un drapeau pour claironner qu'on est moine, c'est un message en soi, envers soi, qui dit ne ramasse plus ce qui t'a blessé ou ce qui a blessé autrui. Ne chéris plus ce qui t'enchaîne ou t'accable. Médisance, rancœur, rumination, tout ça, ça va ensemble. Le zen n'est pas la voie du commentaire, mais du silence. Et s'il faut parler, que ce soit pour éclairer, pour encourager, pour apaiser, sinon, se taire est meilleur. Il ne s'agit pas de devenir muet, mais limpide. Ce n'est pas la même chose. La parole juste n'est pas un manque de mots, elle est une absence de poison. Le poison vient de la langue des vipères. Et on peut l'illustrer par le fameux dialogue de Socrate, qui a déjà été mentionné, celui des 3 tamis. Enfin, en tout cas, il est attribué à Socrate, même s'il est apocryphe.
Un jour, une des connaissances de Socrate vint le voir, tout excité, en lui disant: Socrate, tu ne sais pas ce que je viens d'apprendre à propos de Diogène. Diogène, le sage qui vivait dans un tonneau. Socrate leva la main et lui dit: un instant. Avant de me rapporter quoi que ce soit, tu dois passer un petit test. Je l'appelle le test à 3 tamis, du verbe tamiser. Le premier tamis est celui de la vérité. Es-tu absolument sûr que ce que tu vas me dire est la vérité? La réponse: non, en fait, j'en ai seulement entendu parler. Bien, dit Socrate, tu ne sais donc pas si c'est vrai ou faux. Alors passons au second tamis, le tamis de la bonté, de la générosité. Est-ce que ce que tu vas me dire au sujet de Diogène est quelque chose de bon ou généreux? Réponse: non, pas vraiment, au contraire. Donc, continua Socrate, tu t'apprêtes à me dire au sujet de Diogène quelque chose qui pourrait être mauvais, alors que tu ne sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux. L'interlocuteur se sentit un peu embarrassé, mais Socrate continua. Tu peux quand même passer le troisième tamis, celui de l'utilité. Est-ce que ce que tu vas me dire au sujet de Diogène peut m'être utile? Utile? Non, pas vraiment, fut la réponse. Bien, conclut Socrate, si ce que tu veux me dire n'est ni vrai, ni bon, ni même utile, je préfère ne pas le savoir. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Voilà le dialogue. L'homme se trouva plutôt honteux et resta sans voix. Alors certains objecteront qu'ils ne font que rapporter les faits. On dit, quand on médit sur quelqu'un, et que c'est seulement des faits, ou bien qu'ils veulent juste partager une information. Mais ils ne voient pas qu'ils font le jeu de leur ego pour se glorifier par comparaison. Quand on dit de quelqu'un qu'il est nul, c'est probablement pour dire que ce n'est pas notre cas. Dans le zèle, nous apprenons que ressasser les histoires, les redire, les réchauffer au feu de la conversation, c'est continuer de se fier et de se lier au karma ancien. Un vrai pratiquant, dit maître Dogen, laisse sa vie passer comme la trace d'un oiseau dans le ciel. C'est-à-dire pas de trace. Rien ne s'accroche. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs, mais de refuser d'être l'amplificateur des erreurs, l'écho des erreurs. Quand un moine demande: dois-je purifier ma parole? Le maître répond: purifie ton cœur. Purifie ta compréhension. Si le cœur est clair et sain, la langue ne pique plus. Si le cœur est ouvert, la voix ne méprise plus. Dans le silence du zazen, il existe ce qu'on pourrait appeler une tendresse vaste, silencieuse et généreuse. Et cette tendresse dissout l'envie de juger. Et après zazen, la parole devrait rester imprégnée de ce silence. Et donc, il faut parler dans la vie quotidienne comme si l'on portait un kessa, même quand on a les vêtements du quotidien.
parler comme si chaque mot était important ou même façonnait le monde, comme l'image du papillon dont les battements d'ailes en Amérique du Sud sont à l'origine du typhon en Asie. Il faut parler comme si le passé n'avait aucun droit sur le présent, car en fait, il n'en a aucun. En même temps, ne pas médire ne nous enferme pas dans le mutisme rigide. Au contraire, cela ouvre un espace où l'autre peut respirer un air nouveau, un air propre. Quand on médit, ou dans la médisance en général, les personnages sont figés, ils sont étiquetés. Il est comme cela, elle a fait ceci, et on a l'impression que c'est pour toujours et qu'ils sont nés comme cela. On dit simplement observer, mais en fait, involontairement, on emprisonne. On met les gens en boîte. Alors que celui qui me critiquait hier peut m'aider demain. Celui qui m'a blessé peut s'éveiller. Mais en répétant et ressassant le passé de quelqu'un, on le fige dans notre esprit et on l'empêche de renaître. On le voit toujours pareil. Mais quand on enfile le kessa, quand on passe le kessa, on ne trouve plus d'intérêt à s'attarder sur le passé des autres. C'est presque un mensonge de s'attarder sur le passé des autres puisque ce passé n'a plus d'existence. Au contraire, on leur offre la chance de changer, non par morale, mais par liberté. Par exemple, le maître qui corrige son disciple ne va pas ensuite s'épancher dans la sangha. Il laisse l'acte se dissoudre comme un nuage. Un nuage n'est jamais deux fois le même. La vraie autorité ne dénigre pas, elle guide sans nuire. Ainsi, lorsque la tentation de critiquer surgit, et cette tentation, nous l'avons tous, eh bien, il faut repenser au kessa, même s'il est invisible, même s'il est dans notre esprit, si nous ne le portons pas, eh bien, nous n'avons pas à figer l'autre. Laissons-lui sa liberté. Alors, comment pratiquer? Eh bien, ce n'est pas en surveillant ou en se surveillant dans chaque mot que l'on dit comme un censeur, je ne devrais pas dire ça, je ne devrais pas faire ceci, etc., mais en revenant au point de départ de la parole. Avant de parler, il y a une sorte de, ce qu'on pourrait appeler une sorte de démangeaison dans le souffle, d'impatience dans la gorge, par exemple. Alors avant de parler, il faut tourner 3 fois la langue dans sa bouche. Une fois pour vérifier que c'est vrai, que ce qu'on va dire est vrai, une autre fois pour vérifier que c'est utile, et une troisième pour s'assurer que c'est compatissant. Sinon, on peut la fermer, ça ne privera personne.